Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. 3 grandes parties comme chaque semaine et 3 grandes questions pour vous. Premièrement, est-ce que ça va mieux, comme le prétend François Hollande ? Avec ce chiffre que l'on a appris tout à l'heure, 60 000 chômeurs de moins au mois de mars, dans la foulée de cette annonce spectaculaire, ce méga contrat de 34 milliards d'euros de sous-marins passés par l'Australie. Deuxième grande question, est-ce qu'on assiste à l'envol de François Fillon, votre champion, qui avait un peu disparu des écrans radars? C'est votre candidat donc pour la primaire, encore loin certes d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, mais son changement de ton, il promet désormais de casser la baraque, semble porter question sur la primaire tout à l'heure avec Guillaume Daudin de l'AFP. Enfin, troisième partie de l'émission, troisième question. Est-ce que le Sénat fait obstacle à la nouvelle réunion du Congrès qui avait été prévue cette fois pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature? Alors, est-ce qu'il y a un changement de pied des sénateurs sur ce sujet, sur ce texte qui a été approuvé tout à l'heure par les députés et que les sénateurs avaient approuvé eux-mêmes? Vous répondrez tout à l'heure notamment au ministre de la Justice et avec tous ces sujets en lien avec le Sénat. Vous répondrez à Michael Zamès de Public Sénat. Mais d'abord donc, Gérard Larcher, est-ce que pour vous ça va mieux comme le prétend François Hollande, qui attend comme tous les Français bien sûr l'inversion de la courbe, et là hop, moins 1,7% au mois de mars? D'abord, aujourd'hui, 2 bonnes nouvelles. Un contrat de commande de sous-marins, comme toujours, il faut qu'il soit confirmé, puisqu'on est face à une alternance possible en Australie, mais moi je m'en réjouis. C'est le signe de l'excellence française. C'est le signe aussi de la qualité de notre armée, parce qu'il y a aussi l'image de notre armée. Et puis, un chiffre du chômage qui, à la différence du mois dernier, est meilleur. Je rappelle que les chiffres du chômage, il faut les juger sur la durée. Mais au fond, quand j'ai entendu François Hollande, j'ai eu le sentiment qu'on ne regardait pas le même pays. En fait, notre pays, il ne se sent pas bien. Et on le voit dans la rue, on le voit dans les cœurs, on le voit dans les sondages, dans ce que nous entendons. Et il peut aller mieux peut-être avec ces chiffres et ces indicateurs économiques qui seraient toujours selon l'Élysée. Je le souhaite pour mon pays parce que ça conduit mon pays à aller vers autre chose que des forces politiques qui font partie des valeurs démocratiques. Mais ce que je constate, c'est que nous avons, sur moins de 4 ans, plus 800 000 chômeurs de catégorie A. Ça, c'est un chiffre incontournable. Nous avons une dette qui ne cesse de croître, même si les taux d'intérêt sont à 0. Et je dois le dire, nous avons en plus une situation politique où il n'y a plus de confiance entre l'exécutif et le pays, entre le chef de l'État et le pays. On a une majorité fragmentée, éclatée, où en fait un vrai projet politique est remplacé par la une d'un grand magazine où on voit un ministre s'afficher alors que le pays souffre. Vous pensez à Emmanuel Macron? Je pense à Emmanuel Macron, avec son épouse, qui le soir, mais sans doute c'était pour dire que son ennemi c'était la finance, était à Londres le soir où le président de la République tentait de s'expliquer devant 4 Français. Attendez, alors si on s'arrête à ce que vous venez d'énumérer, là Gérard Larcher, vous nous dites qu'il n'y a pas de futur et on n'a pas d'espoir avec le pouvoir actuel. Non, c'est tout à fait à l'inverse de la gauche. Dans une démocratie, il ne suffit pas de s'agiter, y compris à la faculté de médecine, pour avoir et définir un avenir. Je crois qu'il y a un sujet majeur, c'est la confiance entre le pays. Pourquoi ? Parce que le président, il s'est engagé il y a 4 ans, notamment sur la courbe du chômage. C'est pas un mois. Je souhaite vraiment que le chômage s'inverse. Parce que pour moi, c'est le mal absolu dans mon pays. Mais en même temps, on a une Europe en crise. Est-ce qu'on compte dans les négociations de Genève sur la Syrie? Voilà des vrais sujets. Oui. Et j'allais dire, la réussite du président, c'est sans doute l'intervention en Afrique. Si je devais... en reconnaître une quand même. Pas en reconnaître une quand même. Je voudrais que mon pays aille mieux. Oui. Mais alors donc, et vous allez continuer à rappeler qu'au-delà des variations saisonnières du chômage, on espère que ça va continuer à s'améliorer, vous allez continuer à rappeler que le chômage a explosé depuis le début du quinquennat. C'est donc ça que vous allez tenir comme discours. Sur train de chômage, tout le monde le sait. Et là, je note que d'après les premières analyses, ce sera les entrées en stage, mais méfions-nous des chiffres mensuels. François Hollande maintient en tous les cas son credo et il était évidemment très heureux tout à l'heure de rendre visite à la DCNS pour célébrer ce méga contrat. Oui, on l'écoute. La France va mieux. Ça ne va pas mieux pour tout le monde. À l'évidence, il y en a beaucoup dans notre pays qui souffrent, qui se posent des questions même par rapport à leur avenir. Et j'imagine qu'au moment même où on annonce un succès de cette importance, d'autres
peuvent être dans l'inquiétude sur leur propre emploi ou sur leur propre industrie. Mais il faut avoir confiance en nous-mêmes. J'évoquais votre propre situation. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, les doutes qui pouvaient exister, et dans beaucoup d'entreprises. Et puis, il y a cette capacité qui est la nôtre, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en nous, de porter de l'espoir. Alors, ce contrat pour les sous-marins australiens, donc c'est un motif de fierté pour la France, pour vous aussi, vous l'avez dit, Gérard Larcher, mais vous, à l'inverse, par exemple, de Manuel Valls, ça ne vous rend pas optimiste pour le pays? J'allais dire que c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. On ne va pas ne pas la goûter comme elle est, puisqu'on sait que ça aura un effet, si elle est concrétisée, cette bonne nouvelle, de plus de 4000 emplois. Je pense à Cherbourg, je pense à Lorient, je pense à Nantes, je pense aux sous-traitants extrêmement nombreux. Je pense aussi à la nécessité pour notre pays de dégager pour son armée 2% du PIB chaque année pour que nous soyons à la hauteur. Mais en même temps, la question qui est posée, c'est est-ce que ce pays, il a besoin de réformes? Il a besoin de changer. Et on voit bien que ce n'est pas la loi sur le travail qui va conduire à ce changement. À ce propos, justement, est-ce que quand il viendra, ce texte, devant le Sénat, vous allez le rétablir dans sa version initiale, donc dans un sens plus favorable aux entreprises? Il appartiendra à la Commission, aux commissions concernées, sans aucun doute, de remettre un certain nombre de marqueurs, mais nous l'avions déjà fait au moment de la loi Macron. Beaucoup des propositions qui ont été dans la première version de la loi travail étaient déjà des propositions que le Sénat avait portées sur le texte Macron. Alors, on a parlé du rassemblement et haut la gauche hier soir à Paris. Vous avez parlé de la faculté de médecine. Prochain meeting prévu à Lille avec l'objectif également de mettre en avant le clivage droite-gauche. On écoute la ministre de la Santé qui était sur l'antenne de Public Sénat ce matin pour défendre cette initiative, donc de réveiller la gauche sur le thème de la fierté aussi et des réalisations depuis le début du quinquennat. Et la France, elle, va mieux que ne le pensent les Français. Il y a dans notre pays des sources de dynamisme, d'innovation, de transformation, de modernité. Et c'était ça la réunion d'hier. C'était non pas de prétendre que tout va très bien dans le meilleur des mondes possibles, mais qu'une mobilisation pour montrer ce qui a été fait est nécessaire, et notamment dire à ceux qui nous font un procès en reniement, vous vous trompez, ça n'est pas vrai, et regardez ce qui a été fait. Alors les ministres présents hier soir ont voulu réactiver le clivage droite-gauche, donc en contradiction avec Emmanuel Macron que vous avez cité. Est-ce que pour vous, il y a un phénomène Macron dans ce pays, Gérard Larcher? Je crois qu'il y a en tous les cas une bulle, mais comme les bulles de savon, à un moment elles éclatent, parce que M. Macron, il doit d'abord faire aller mieux l'économie française. C'est sa première tâche. Et il est, quoi qu'il en dise, l'obligé du président de la République. Il n'a pas tiré d'une élection sa légitimité, mais de sa compétence aux côtés du président de la République. Quand j'entends la ministre, je pense à la médecine de Molière, vous savez, je vais mieux, et finalement, est-ce que je vais aller mieux? Ça fait penser aussi au Cabri et au général de Gaulle quand on parlait d'Europe. Est-ce que Emmanuel Macron peut rester au gouvernement, selon vous, aujourd'hui? Écoutez, il appartient au président de la République de prendre la décision, mais je dois vous dire que je suis quand même étonné, à moins qu'il y ait une forme de duplicité que je n'ose imaginer. Un gouvernement, ça doit être une équipe. Et dans cette équipe, il peut y avoir de la diversité. C'est-à-dire un ministre de l'économie moderne, ouvert, qui serait l'instrument du chef de l'État. Oui, mais je pense qu'il a d'abord besoin d'être autour du Premier ministre. C'est comme ça que je conçois une équipe gouvernementale. Vous avez évoqué le climat de contestation générale dans le pays. Il ne retombe pas puisqu'il y aura une nouvelle journée de mobilisation jeudi contre la loi travail, alors que la CGT, je sais bien sûr que vous suivez de très près toutes les questions syndicales, Gérard Larcher, en tant qu'ancien ministre du Travail notamment, la CGT a montré le visage de la radicalisation lors de son congrès récent à Marseille. On écoute Philippe Martinez. Nous, notre référence, parce que sinon on va pas s'en sortir, c'est pas le moins-disant social, parce que bientôt on va nous comparer à qui? Le modèle social indien ou du Bangladesh? C'est ça la référence? Donc abaisser les droits des salariés en France, c'est donner un mauvais signe. Est-ce que ça vous inquiète, cette radicalisation de la CGT? Non, mais d'abord, le mieux-disant social, c'est celui qui a des taux de chômage comparables à l'Allemagne ou à l'Autriche. Voilà des vraies comparaisons. Est-ce qu'on se satisfait de la situation d'aujourd'hui? D'avoir 25% des jeunes hors de l'emploi, est-ce que c'est ça être le mieux-disant social? Je dois dire qu'il faut qu'on change de registre sur ce sujet, qu'on change de logiciel, y compris moi-même, par rapport à des conceptions que je pouvais avoir il y a 12 ans.
Aujourd'hui, Ah oui, il faut faire par exemple. confiance dans l'entreprise. Vous avez évolué vous-même sur Oui, certaines j'ai évolué. questions. Je considère que c'est d'abord dans un rapport de confiance avec l'entreprise que seule l'entreprise crée la richesse et donc l'emploi. En même temps, il faut des stabilisateurs sociaux. Le temps est venu. J'avais fait un rapport en 2007 sur ce sujet qui marquait mon évolution. D'ailleurs, je l'avais fait avec la Commission européenne sur la nécessaire flexibilité, la nécessité du dialogue dans l'entreprise et en même temps de la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Alors vous avez plaidé il y a un instant pour des grandes réformes qui sont nécessaires dans le pays. Est-ce qu'elles seront possibles en 2017 s'il y a alternance dans un pays si éruptif? Oui, si on lui dit ce qu'on va faire et si on fait ce qu'on a dit. C'est l'inverse de ce qu'on vit depuis 4 ans. Et toute autre chose dans l'actualité, et c'est la question identitaire, qui peut-être sera au cœur de la campagne de 2017. En tous les cas, Manuel Valls en parle beaucoup et il met en garde contre certaines dérives. Et je crois que vous le rejoignez sur ce point, Gérard Larcher. Écoutez, Céline Pina, qui est une ancienne conseillère régionale PS du Val d'Oise, qui pointe la menace islamiste dans beaucoup de quartiers. Une menace qui est dirigée contre des populations abandonnées, dit-elle. Cet abandon des populations favorise le rôle prescripteur, pour le coup, autant des salafistes que des frères musulmans. Ce ne sont pas des terroristes. C'est-à-dire que le passage à l'acte sanglant n'est pas forcément inscrit dans leur stratégie. En revanche, ils préparent le basculement de ceux qui choisissent de passer à l'acte parce que leur vision du monde et leur vision de la société est exactement la même. Et parmi les premières choses auxquelles ils vont s'attaquer, ça va être l'égalité femmes-hommes. Et un des instruments les plus forts pour le faire, c'est le voile. Ce qui aujourd'hui est dangereux, c'est qu'on abandonne des populations entières dans certains quartiers. Ils ne sont plus travaillés que par ces messages politiques-là. Ça devient la norme. Voilà, propos recueillis par Géraldine Bavoilo. Vous-même, vous avez des craintes Écoutez, sur les exécutifs locaux qui pourraient basculer, Gérard Larcher? il y a 1 an, j'écrivais au président de la République, souvenez-vous, la nation a un héritage en partage après les événements dramatiques de janvier. Il avait sollicité Claude Barthelone, il m'avait sollicité pour une réflexion. Et je lui disais que le pire des dangers était le repli communautaire dans ce pays. Je voyais, il y avait d'autres facteurs, mais celui-là. Et je crois qu'un des sujets, c'est d'abord, en dehors de l'identité, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de la République? Est-ce qu'il y a une communauté nationale? Et dans cette communauté nationale, l'affirmation qu'il n'y a pas d'autre constitution que la constitution de la République. Quand on voit un certain nombre de textes issus des frères musulmans, on dit la charia est notre constitution, bien non. Je pense qu'il y a un islam tout à fait compatible avec les valeurs de la République. On va parler de celui qui vous inquiète. Et moi, je parle aussi de celui avec lequel la République est compatible. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dans les valeurs de la République. Et là, c'est à la République tout simplement de s'exprimer. La République l'a faite il y a 110 ans, en 1905. Mais est-ce qu'elle a fait preuve de lâcheté, certains élus locaux, particulièrement ces dernières années? Non, mais nous avons tous parfois démissionné. Nous avons tous parfois démissionné devant certaines atteintes, notamment à l'égalité homme-femme. Et vous craignez effectivement que des islamistes prennent le pouvoir local S'ils sont élus par la voie de la démocratie dans un certain nombre de territoires, eh bien il faudra que la République réaffirme qu'on ne transige pas avec les valeurs de la République. Ça, c'est un message qui dépasse les clivages gauche-droite. Jean-Marie Le Guen a dit il y a quelques jours, le ministre chargé des relations avec le Parlement, que vous connaissez bien, a dit qu'aujourd'hui, dans notre pays, la République n'allait plus de soi pour tout le monde. C'est un constat que vous dressez également, Gérard Larcher? Elle peut ne pas aller de soi pour quelques-uns. Eh bien, moi, je vous réaffirme que la République a le devoir de défendre les valeurs républicaines et d'être intransigeante, cette République, sur ses valeurs, parmi lesquelles, on l'a cité, les principes d'égalité homme-femme, les principes de liberté, les principes d'état de droit qui doivent l'emporter. Et il n'y a pas de loi religieuse, quelle qu'elle soit, j'ai mes propres convictions, qui soit supérieure à la loi de la République. On est bien sûr là au-delà du clivage droite-gauche. Et on est au-delà de la seule question de l'islam. Est-ce que vous avez été choqué par la journée du voile à Sciences Po la semaine dernière? Je me méfie de toutes les provocations et des prosélytismes. C'est vrai parfois dans le cadre de certains voiles qui sont portés et qui sont... Mais retrouvez mon rapport, tout ça je l'ai écrit il y a 1 an. Et je le dis clairement, attention à jouer avec un certain nombre de concepts. La République, elle traverse aujourd'hui une période difficile et notre devoir est de ne pas jouer avec les boîtes d'allumettes.
Je crois que c'est important. Je crois à une seule communauté nationale. Et cette communauté nationale, elle doit être capable d'assimiler. C'est le mot du Code civil, n'en ayons pas peur. Manuel Valls évoque beaucoup cette question identitaire. D'ailleurs, il ne redoute pas le mot. Hein. Vous le soutenez alors qu'il est, lui, critiqué sur ce point-là. Vous le savez, par une partie de la gauche. Je crois qu'il nous rappelle aux valeurs de la République. Et ce sont des valeurs qui dépassent la seule clivage gauche-droite, je le dis. Nous avons ensemble un bien commun et qui s'appelle la République. C'est peut-être une répétition ce que je fais, mais une communauté nationale. Le repli communautaire, c'est le plus grand des dangers qui nous traversent. Et ce sera un des enjeux de 2017. Ce sera un des enjeux de 2017 et des années qui suivent, car il faudra du courage pour conduire, pour résister. Notamment, un fait, par exemple, il n'y a plus d'enfants français de confession israélite dans un certain nombre d'écoles publiques. Est-ce que vous croyez que c'est acceptable? C'est particulièrement dans la vrai République. en Seine-Saint-Denis, c'est ce que dénonce... Pas en Seine-Saint-Denis, dans d'autres endroits. Quand je vois des compatriotes de confession israélite, vous parlez de partir, je trouve ça, pour ma part, inadmissible dans une République qui doit protéger chacun des siens, quelle que soit son origine, sa race, son histoire et ses convictions. Deuxième partie de Preuve par 3 avec Guillaume Dodin, donc de l'agence France-Presse, qui va nous rejoindre pour évoquer les primaires de novembre et la remontée de votre champion, hein, François Fillon, un bond de 5 points. Il a doublé son score à 15%. L'analyse d'abord de Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue. François Fillon a des forces spécifiques. On sait que son livre, par exemple, a très bien marché en librairie. Peut-être que aussi les sympathisants de droite, qui savent qu'ils ont encore du temps avant de se décider, eh bien, leur intérêt fluctue selon les moments. Il y a eu un moment Sarkozy, il y a eu un moment Juppé. Peut-être que nous vivons, il y a eu un moment Bruno Le Maire, surtout très récemment. Peut-être que là, ils veulent s'intéresser un petit peu à François Fillon. Je pense qu'il y a un petit jeu, si vous voulez, du sympathisant de droite avec les sondages actuellement. Voilà, Guillaume Dodin, bonsoir. Bonsoir. Vos questions à Gérard Larcher. Soutien donc de François Fillon. Et voilà, et justement, ces derniers temps, François Fillon a décidé de cogner un peu plus contre ses rivaux. Dans divers sondages, il a regagné quelques points. Il est repassé devant Bruno Le Maire. Alors, on lui aurait dit ça, je crois, il y a 5 ans. Ça l'aurait étonné qu'il soit derrière. Maintenant, il est devant à nouveau. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui repart pour lui ? Je pense que d'abord, la primaire, elle est en train de se mettre en place dans la tête de nos concitoyens. Et que chacune et chacun de nos concitoyens en âge de voter, qui se retrouvent dans les valeurs du centre et de la droite républicaine, va avoir envie de s'exprimer. On aurait été à Preuve par 3 à la fin de l'année dernière, on aurait dit, est-ce qu'il y aura une primaire? Je vous réponds oui. On a les bureaux de vote, on a les listes électorales. Depuis vendredi, on a un guide électoral. Et la commission d'organisation des primaires, dont je suis membre, peut-être avec un statut de sage à l'intérieur. Casque bleu, certainement. Non, non, non. Ça, c'est une invention de fin de semaine. Vous surveillez les dérapages quand même, hein, non, non. Avec un sarkozyste, un juppéiste. Il y a une haute autorité. La chose qui compte, c'est que les primaires vont avoir lieu, qu'il y aura un débat, qu'il y aura des projets, que ça commencera, ce débat, au mois de septembre, de manière formelle, avec des débats dans les médias, et que d'ici là, il est naturel que chacun des candidats fasse valoir aujourd'hui, s'il est déclaré pour cette candidature, son projet, ses idées. C'est ce que fait François Fillon, c'est ce que fait Alain Juppé, c'est ce que fait Bruno Le Maire. Comment expliquez-vous donc que justement ces derniers temps, il arrive un peu plus à sortir de la nasse dans laquelle il était un peu enferré? Je ne sais pas, mais on voit d'abord, pas du tout, mais on voit qu'il y a de nombreux parlementaires qui le soutiennent. Voilà. C'est assez révélateur, alors qu'il n'était pas au mieux de sa forme sur le baromètre des sondages. Il s'est trouvé beaucoup de parlementaires. Une forme d'assise une assise, parce qu'il a aussi un projet solide. Mais il y aura un certain nombre de parlementaires qui soutiendront Alain Juppé et d'autres. Mais je crois que la primaire, je veux qu'elle réussisse. Et je veux qu'à l'issue d'un débat, il y ait un projet, et que le 27 au soir, ce sera une de mes responsabilités, nous soyons tous rassemblés derrière celui ou celle qui sera choisi. Mais est-ce que vous pensez que François Fillon peut coiffer tout le monde sur le poteau? Je ne sais pas, parce que moi, vous savez, je suis un homme de chevaux de course d'origine. Et je ne vous dis jamais qui va gagner le prix de l'Arc de Triomphe en début de saison.
Alors, je crois que c'est 72 parlementaires qui ont annoncé leur soutien à M. Fillon, justement, dans une liste qu'il a dévoilée récemment. Et il manquait quelques soutiens très connus, et le vôtre notamment. Oui, mais il ne manquera pas mon soutien. J'irai même le soutien en province, mais le statut particulier, c'est d'ailleurs le cas de Bernard Accoyer aussi, que nous avons à l'intérieur de la commission. Nous sommes là pour être des hommes aussi de rassemblement, des hommes d'équilibre, ce qui n'empêche pas que moi, je chemine avec François Fillon, je ne cesse de le répéter, depuis bien longtemps, avec Philippe Séguin. Alors, en tous les cas, on l'a entendu, l'ancien Premier ministre prône une rupture radicale. Eh bien, du coup, pour Jean-Marie Le Guen, cela représente pour la France un danger. On écoute les ministres et vous réagissez. Dans la radicalité, quand j'entends M. Fillon dire qu'il veut casser la baraque en question, c'est notre modèle social. Il y a des gens qui vont prendre comme méthode politique la rupture violente en 2017, pour mettre à bas notre modèle social, pour mettre à bas des règles républicaines. Alors, réaction. Moi, je vais vous reparler de l'état de la baraque. Faisons l'inventaire. Plus de 10% de chômeurs, 25% de jeunes au chômage. C'est ça l'état de la baraque. Oui, mais... Si elle va si bien, la baraque, c'est vrai qu'il ne faut pas la casser. Ce que dit M. Le Guen, c'est qu'elle est déjà très abîmée. 2100 milliards de dettes au 30 juin prochain. Alors c'est sûr, gardons la baraque. Ce qu'on propose, c'est vraiment un changement. Je le disais tout à l'heure, en répondant aux questions de votre confrère. Je disais tout à l'heure, il faut vraiment changer de logiciel. Il faut retrouver le chemin vers le plein emploi, vers la croissance. Nous avons une croissance en berne dans notre pays. Et il ne suffira pas, même si je m'en réjouis, de commandes de sous-marins ou de rafales. Et il faut retrouver ce chemin de la croissance. Et la baraque, au fond, elle est en train de s'effondrer sur la France. Il faut plutôt construire une nouvelle maison. Dans les divers camps, il y a toujours des échanges d'amabilité. Chez Alain Juppé, on commence à entendre qu'en fait, le programme de François Fillon, c'est celui d'un outsider. C'est-à-dire qu'il est tellement radical qu'en fait, il serait irréalisable et qu'il y a des mesures qui sont proposées. Par exemple, il veut supprimer, vous me dites si je m'égare, 600 000 fonctionnaires en 5 ans. C'est-à-dire ne pas embaucher un seul fonctionnaire en 5 ans. Et on nous dit à nous, journalistes, qu'en fait, c'est pas un programme réaliste, c'est pas un programme de quelqu'un qui veut gouverner en tous les cas, en mai 2017. C'est un projet construit depuis bien longtemps, et avant même que les sondages ne le mesurent. C'est un projet qui peut encore être à débattre. Moi, par exemple, je suis sur certains aspects un peu moins libéral que François Fillon. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que je contribue à apporter un certain nombre d'éléments d'équilibre avec d'autres. Je pense aux politiques d'aménagement du territoire. Je pense à la dimension de la ruralité. Je pense à ce que la France ne se résume pas à quelques métropoles, quelques régions puissantes. Et je sais que ces idées, aujourd'hui, François Fillon les reprend. Alors, vous mettez en garde contre certaines coupes budgétaires? Non, je ne mets pas en garde contre le retour à l'équilibre budgétaire. Bien sûr, mais c'est la méthode de retour à l'équilibre budgétaire qui doit se faire d'une manière progressive, mais volontaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire les choses. Les promesses du président de la République, c'est quoi? 4 milliards de dépenses en plus. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand journal économique hier. Vont s'ajouter 3 milliards pour EDF, 7 milliards. Comment on les finance? Dans une situation de déficit, et de déficit, j'allais dire, par rapport à nos engagements européens. C'est ça les réalités. Et donc, avoir des candidats qui s'engagent dans la vérité, avec le courage, c'est ce qu'attendent les Français. Les Français, ils ne veulent plus entendre « moi président », ils veulent entendre que va devenir la France avec le projet que je propose. Ce que dit M. Fillon, c'est tout un tas de coupes sèches, nettes et massives. Il propose et vous pensez que c'est plus réaliste que ce que des propose... réductions budgétaires qui sont significatives, mais comment voulez-vous redresser le pays? Qu'est-ce qu'a fait Schröder en Allemagne? Alors, Guillaume Denain nous a rapporté des propos entendus donc, dans les milieux juppéistes. Voilà, Est-ce que quand même vous êtes inquiet de la tournure que pourrait prendre la primaire? Pas du tout, parce que c'est logique. Alain Juppé, avec sa personnalité, ses qualités, et c'est un homme d'État, il peut avoir une approche différente de celle de François Fillon sur la méthode. Mais l'objectif est le même. Redresser la France, lui faire retrouver la croissance, redonner confiance demain dans une France capable de créer, d'innover, d'exporter, de reconstruire une Europe. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une Europe qui s'interroge. Crise des migrants, Brexit,
interrogation en Allemagne sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, je dois dire que c'est au contraire de ces idées-là que nous allons faire une vraie proposition. Voilà pourquoi le 27, celui qui sera choisi, sera le porteur à la fois de son projet, mais de la richesse des projets dont ils auront débattu tous ensemble. Et dans la charte des primaires, il est écrit que chacun des candidats s'engage à soutenir, mais aussi à participer à la campagne du futur gagnant. Vous pensez qu'on aura, après la primaire, une belle photo de famille avec tous les anciens candidats soutenant le... C'est pas une photo de famille que j'entends, c'est un pack pour gagner pour la France. D'accord. Et pour gagner en mai, et pour jouer l'alternance. Et moi, qui dans une vie très antérieure et joué au rugby, je veux bien être un des piliers du PAC. Il y a certains des candidats à cette primaire, Geoffroy Didier ou Nathalie Kosciusko-Morizet, qui disent qu'en fait, elle est un peu verrouillée, cette primaire. Nathalie Kosciusko-Morizet disait en fait c'est Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire qui veulent faire la primaire entre eux et il n'y a pas d'accès pour les autres à cause des parrainages. Mais parce qu'on a adopté des statuts, parce que la primaire est une chose sérieuse et qu'il est logique qu'on entre dans la primaire un peu comme dans le processus des présidentielles. Et donc, on a adopté depuis très longtemps. Je crois même que certains d'entre eux ont voté ces statuts au bureau politique. Eh bien, on les respecte, on fonctionne avec des règles, on ne fonctionne pas avec des humeurs. Leur candidature à la candidature, elle est légitime. Elle est légitime. Mais le moment venu, il y aura les candidats. Eh bien, Combien, selon vous, faudrait-il 5 ou 6, je pense. Mais, oui, mais c'est... vous savez, je vous ai dit tout à l'heure pour le prix de l'Arc de Triomphe, méfions-nous des pronostics à l'avance. Mais là, je pense qu'il y a une logique d'être autour de 6 candidats. Le fait qu'un nombre illimité de parlementaires... Par l'issue des Républicains. Bien sûr, mais le fait qu'un nombre illimité de parlementaires puisse soutenir un candidat, au final, ça bloque la candidature. Pas un nombre illimité. Ça voudrait dire que la droite et le centre est une majorité de parlementaires. Ça m'a un peu échappé jusque-là. Illimité dans les limites du nombre de parlementaires. Non, mais c'est très simple. Vous avez à peu près 200 députés républicains, une trentaine de centristes. Vous en avez ici 144 républicains. Vous avez 44 centristes, quelques non-inscrits. Voilà le vivier dans lequel, aujourd'hui, peuvent... piocher les candidats. Pas piocher, peuvent retrouver leur confiance par la signature. Utile ou puéril, justement, de montrer ses muscles à travers un nombre record de parrainages. Comme François Fillon l'a fait, d'ailleurs, en annonçant ses 72 noms et en attendant le vote. Non, c'est autre chose. François Fillon, il démontrait, à l'issue d'un processus de construction d'un projet, et à un moment qui n'était pas évident pour lui, au lancement de sa campagne, qui avait lieu à Paris, auquel j'ai participé, eh bien, qu'il avait un nombre de parlementaires qui se retrouvaient autour de son projet, qui n'étaient pas là uniquement comme des fans, qui ont participé à la construction de son projet et qui ont envie de le faire partager au pays. Alors, dans la plupart des sondages, des enquêtes d'opinion actuelles, c'est clairement Marine Le Pen qui est pronostiquée comme la future candidate à laquelle sera opposé le candidat des Républicains. Comment vous faites chez les Républicains pour vous préparer à ça? Qu'est-ce que l'équipe Juppé sort un livre bientôt pour s'attaquer au programme économique du Front National? Est-ce que vous commencez à cibler des arguments, à essayer de... Regardez ce qu'a fait Bruno Retailleau et le groupe des Républicains au Sénat. Il y a maintenant 3 mois et demi, ils ont sorti un ensemble de documents qui démontent les propositions économiques et sociales d'ailleurs du Front National, démontrant leur impossibilité, démontrant le mensonge qu'ils portent, c'est sur le terrain la tromperie, c'est sur le terrain des idées et du combat. D'accord. C'est d'ailleurs ce que la majorité sénatoriale, à la fois des Républicains, nos amis centristes, dans les propositions qui vont être faites, dans les semaines et les mois qui viennent, vont construire aussi leur part de projet pour l'alternance. Et combattre Marine Le Pen, c'est d'abord parler la vérité. Pas aller dans des... aussi, peut-être. Parler la vérité. Proposer des voies et moyens pour conduire au résultat, car ceux qui vont vers Marine Le Pen, est-ce qu'ils adhèrent aux idées de l'extrême droite? Pour beaucoup, non. Mais ils ont le sentiment qu'on a déjà tout essayé, la gauche et la droite. Voilà pourquoi quand Marisol Touraine ou M. Le Gouen disent la gauche et la droite, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Tant mieux que ça soit ça peut être des gens qui ont voté pour... À la condition que ce soit la gauche républicaine, le centre et la droite républicaine. Et c'est pas pareil, et c'est très bien que ça soit. Mais l'idée d'une recomposition politique ne vous effleure pas, vous, parce qu'on sait que c'est une idée qui est prêtée
à Manuel Valls. Et même Alain Juppé l'évoque. Il évoque une possibilité d'ouvrir aussi la majorité vers le centre-gauche. Quel est votre avis là-dessus? Rien n'empêche de s'ouvrir. Oui. Je ne crois pas jusqu'à la recomposition. Je ne crois pas à l'ouverture à quelques personnalités. Il peut y avoir des projets et un président de la République qui propose un projet au pays qui puisse être partagé au-delà des clivages entre majorité et opposition. Il peut y avoir des sujets de cette nature. Le général de Gaulle l'avait bien réussi. Lui, pour redresser notre pays en 1958, et pourtant c'était un homme, chacun reconnaît qu'il avait des idées très claires. Il a cette capacité-là, François Fillon, justement, à pouvoir proposer quelque chose. Je pense que c'est un homme qui peut rassembler, comme Alain Juppé peut rassembler, puisque vous citiez ces deux noms. Eux, tous les deux, ils ont dit qu'ils étaient clairement candidats. Il y a un nom que vous n'avez pas cité depuis le début de cette émission. C'est Nicolas Sarkozy. Il n'est pas encore candidat, certes, mais est-ce que pour vous, il est un bon président des Républicains. Il est encore dans la course. Il est un bon président des Républicains, je vous le dis. Et chacun sait ma liberté de ton à son égard. Et il permet le débat. Il permet aussi, et n'a en aucun moment entravé la préparation des... Mais est-ce qu'il serait un bon candidat à la primaire? Je pense qu'il a déjà été un président de la République, il a les qualités pour l'être. D'accord, mais les Français refusent de rejouer ce match, vous le savez. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie du même match. Nous verrons au mois de novembre. Est-ce qu'il n'est pas un peu comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, l'un des responsables de la désaffection des Français à l'égard de la politique, par les promesses qui ont été faites et qui n'ont pas forcément été réalisées? Nicolas Sarkozy a eu quand même la grande crise de 2008 à gérer, il l'a plutôt bien géré, et c'est vrai que les Français n'ont pas eu le sentiment des résultats qui avaient été les engagements de 2007. Mais entre-temps, la crise était passée. Et que peut-être, sur un certain nombre de sujets, je pense à la réforme notamment de la TVA sociale, nous n'avons pas été au bout d'un engagement qui a été pris, et nous l'avons fait trop tard, mais Nicolas Sarkozy le reconnaît lui-même. Est-ce que vous pouvez influencer le programme de François Fillon sur une thématique, par exemple, fiscale? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour la suppression de l'impôt sur la fortune, Charles Larcher? L'ISF est un mauvais impôt. Mais par exemple, je pense que c'est l'occasion ou jamais de repenser à une idée qui peut apparaître pour certains ancienne, qui est la participation ou l'intéressement. Vous ne redressez pas un pays sans que chacun en tire des fruits, aussi bien les salariés que les chefs d'entreprise. C'est cette vision que j'ai de la société. Donc ça, c'est le gaulliste social qui parle. Et qui continue à penser que c'est une idée singulièrement moderne pour rassembler le pays. J'ai envie de rassembler mon pays. D'accord. Et est-ce que vous pensez, donc une dernière fois, que tout à l'heure vous ne répondiez pas exactement bien à la question, que François Fillon a vraiment les chances de remonter, de coiffer sur le poteau Je pense que tout est jouable, bien sûr. Il n'y a pas un quatuor de tête qui serait un peu... Non, il n'y a pas encore le premier violon, si vous le voulez. D'accord. Nous verrons dans le quatuor à cordes qui sortira, mais l'important après, c'est qu'ils jouent ensemble. Et c'est ce à quoi je travaillerai. Guillaume, vous aviez encore une question sur le traité transatlantique. Oui, sur le traité transatlantique, tout à fait. Il y a eu ces derniers temps tout un tas de déclarations au sein du gouvernement disant que ça allait être compliqué de signer ce traité si un certain nombre de garanties n'étaient pas respectées sur par exemple les appellations d'origine contrôlée. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur du gouvernement de reculer sur cette signature? Deux choses. D'abord, le Sénat travaille beaucoup sur ce sujet. Vous avez déjà eu 2 rapports de la Commission pour l'Union européenne et un rapport de la Commission des affaires économiques. Et que sur ce sujet, j'ai moi-même demandé à ce qu'on ait une analyse en profondeur. Ce que je constate, c'est que là aussi, l'axe franco-allemand ne fonctionne pas. Et c'est un des grands... L'Allemagne est plutôt très favorable à ce traité. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a un axe germano-américain sur ce sujet, oui, absolument. Et qu'il n'y a plus d'axe franco-allemand. Et il n'y aura pas d'avenir à ce traité si on ne le reconstruit pas autour d'un axe franco-allemand. Là encore. Et il n'y a pas que la question des OGM, il n'y a pas que la question des appellations d'origine protégée, il n'y a pas que la question de la viande bovine, il n'y a pas que les sujets d'arbitrage. Je pense que nous avons intérêt à construire un traité qui nous permette des relations. Est-ce qu'on peut continuer à faire que ce soit les États-Unis, et y compris le Congrès américain, y compris les banques américaines, le Trésor américain qui nous impose, notamment, regardez ce qui s'est passé pour le Crédit Agricole ou la BNP. Donc, nous avons intérêt à normaliser nos relations
avec les États-Unis, comme nous l'avons fait avec le Canada. mais pas à nos dépens. Mais Le gouvernement ça ne français peut pas prétend. être aux dépens de l'Europe, et ça ne peut pas être un accord partiel. Et ça se construit, les 28, mais notamment les pays fondateurs, Ouais. et notamment autour de l'axe Mais franco-allemand. l'Allemagne a l'air plus favorable aux positions américaines que ne l'est la France. Eh bien, il n'y aura pas de traité dans ces conditions-là, je vous le dis. Et vous en S'il n'y a seriez pas, déçu. entre la France et l'Allemagne, la dimension de la confiance autour de ce traité, il n'y aura pas de traité. Merci Guillaume Dodin. Troisième partie de Preuve par 3 avec Michael Zamès de Public Sénat. Et cette question, est-ce que le Sénat fait obstacle à la nouvelle réunion du Congrès prévue cette fois pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature? Les députés ont voté tout à l'heure cette réforme que le Sénat avait adoptée. Gérard Larcher, c'était en 2013, vous y étiez favorable. Comme le rappelle en permanence le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui espérait une adoption au Congrès. Tous les sénateurs de droite, Gérard Larcher en tête, Bruno Retailleau en tête, ont voté ce texte. Et ce texte a été voté par la droite en 1998. Je veux montrer que quand on dit qu'on est favorable à l'indépendance de la justice et qu'on ne vote pas ce texte, alors, et c'est ce que Christian Jacob dit aujourd'hui dans le Figaro, il dit la phrase « Je souhaite maintenir les liens organiques entre la chancellerie et le parquet ». Disons autrement, on veut caporaliser le parquet, c'est-à-dire qu'on est nostalgique d'une justice aux ordres. Cela veut dire que Christian Jacob veut choisir les juges qui plaisent au pouvoir politique. Voilà, l'accusation est assez forte. Michael Zamès, bonsoir. Bonsoir Michel, Vos questions à bonsoir Gérard Larcher. Larcher sur la justice, donc. Le ministre de la Justice l'a dit cet après-midi après l'adoption de l'Assemblée nationale. La voie du Congrès est ouverte. Est-ce le cas? Je ne sais pas si la voie du Congrès est ouverte, mais la voie de Jean-Jacques Urvoas a singulièrement changé depuis 2013, puisqu'à l'époque, je rappelle qu'il considérait que le travail qui avait été fait par une majorité sénatoriale assez diverse à cette époque-là était tout à fait insuffisante et ne coupait pas le lien. Il a le droit de changer, comme vous entre l'avez dit tout à l'heure. chancellerie. Il a changé comme moi. Oui. Moi, je n'ai pas changé. Je pense que ce qui avait été le fruit des travaux, je pense notamment de Jean-Jacques Hyest, à l'intérieur de la commission des lois, des réflexions aussi de Michel Mercier sur l'avis conforme, ne coupe d'ailleurs pas le lien entre la chancellerie et Mais les nominations seront plus entre impartiales. la chancellerie et le parquet, mais que l'avis conforme, c'est la pratique qu'on a depuis un certain nombre de gardes des Sceaux. Vous nous dites pas s'il y aura un Congrès ou pas. Mais c'est pas moi, c'est le président de la République. Alors, est-ce que le président de la République peut faire un ersatz de réforme constitutionnelle? Vous vous souvenez, le sujet avait été évoqué. Est-ce que ça mérite de convoquer le Congrès votre avis là-dessus, c'est aujourd'hui? important. Je ne suis pas certain que ça le mérite aujourd'hui, puisque la pratique n'est pas en distorsion. Moi, si ça vient au Congrès, je le voterai à titre personnel. Donc les choses sont claires. Je le voterai à titre personnel. Donc vous rejetez tout procès d'intention du ministre de la Justice? Je ne rejette pas de procès d'intention, je vous donne mon vote. Je dis que le ministre de la Justice a évolué, mais je considère qu'il appartient au président de la République de décider ou non s'il convoque le Congrès. Je considère, moi... C'est votre avis? Je considère que la réunion du Congrès n'est pas opportune aujourd'hui. C'est votre avis personnel. En tout cas, vous nous avez donné votre vote. Les députés ont voté contre. Ça veut dire que là, il y a un flou. Et quand il y a un flou, il y a un loup entre les députés et les sénateurs? Non, il n'y a pas un flou. Il y a eu un vote en 2013 par un groupe UMP à l'époque auquel j'appartenais. Je ne change pas mon vote. Je dis que la réunion du Congrès ne me paraît pas opportune. Si le président de la République, mais c'est à lui qu'il appartient de décider s'il réunit ou non le Congrès. Mon vote, vous le connaissez. D'accord, c'est assez clair. Qu'est-ce que vous répondez à l'accusation du ministre quand il dit que la droite... Oui, caporaliser la justice et ils veulent des procureurs aux Tout ça, c'est des mots excessifs. excessifs. Ça rappelle un peu ce que faisait Nicolas Sarkozy. Non, c'est des mots excessifs. Enfin, voyons. Rappelons-nous quel était le projet de Madame Taubira. C'était le corporatisme du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il s'agissait de donner la majorité aux magistrats. Mais la gauche a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy certains dérapages dans Parlons les du nominations. texte, parlons pas de Nicolas Sarkozy, je vous parle du texte. Qui a reproché à Michel Mercier d'avoir été un garde des Sceaux qui n'est pas respecté complètement ni le parquet, ni la magistrature du siège? Personne. Le comportement de Michel Mercier comme garde des Sceaux a été exemplaire. Le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y a eu une réunion cet après-midi à Matignon autour du terrorisme. Il y a certainement eu des évocations autour de l'état d'urgence. Est-ce que vous savez quand aura lieu le vote sur l'extension de l'état d'urgence au Sénat? Le 10 mai, a priori, nous aurons la prorogation de l'état d'urgence. Et personnellement, je soutiens cette prorogation du fait de l'euro
le Tour de France football après aussi. et du Tour de France. Mais l'état d'urgence ne saurait être un état permanent. Et en même temps, je me questionne. Est-ce qu'on est en état d'urgence et qu'on laisse l'Odéon être pris de force et occupé? Est-ce qu'on est en état d'urgence et qu'on laisse ici ou là, je ne parle pas de manifestations légitimes, syndicales, organisées, les nuits debout, continuer leur violence? Il ne peut pas y avoir deux régimes de l'état d'urgence. L'état d'urgence est un état exceptionnel, dans lequel il nous faut garantir aussi la préservation des droits. Et vous savez que le Sénat y est extrêmement attentif. Mais on ne peut pas réclamer d'un côté l'état d'urgence et laisser de l'autre côté la chienlit. Ça veut dire donc que le gouvernement aujourd'hui n'agit pas en fonction par rapport à l'état d'urgence qui est actuel? Allez à 100 mètres du Sénat, vous verrez si c'est l'état d'urgence. C'est le cirque. C'est pas l'état d'urgence. Certains, comme je répète encore, Nicolas Sarkozy avait parlé de chienlit à l'époque. Vous reprendrez ce mot? C'est un mot du général de Gaulle, je viens de le reprendre. Et vous estimez que vraiment c'est à l'échelle du pays que cette chienlit s'est installée, ou c'est simplement à la République à Paris? Je ne dis pas que c'est à l'échelle du pays. Et à je prends cet exemple. Oui. On est à 100 mètres du Sénat et regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est appliquer l'état d'urgence? Donc vous demandez des gestes fermes du ministre de l'Intérieur? Parce que les Français sont égaux face à l'état d'urgence. Interdire ce genre de manifestations, voilà. Larcher? Pardon? Interdire ces manifestations comme celle de Nuit debout, par exemple, il faudrait les évacuer et interdire? On ne peut pas continuer à tolérer. Derrière chaque Nuit debout, il y a des violences. Et vous n'avez pas aussi quand même cette impression qu'on ne sait pas sortir de cet état d'urgence aujourd'hui? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. La menace est très élevée. Et dans la situation dans laquelle je suis, je sais que la menace est élevée, que ce n'est pas des propos qui seraient des propos circonstanciels. Et face à cette menace élevée, il n'empêche qu'il va falloir un moment sortir de l'état d'urgence, organiser le pays pour faire face de manière permanente aux risques et en même temps retrouver l'état de droit dans sa plénitude. Parce que l'état d'urgence suspend une partie, quand même, des libertés. Comment fait-on pour sortir de cet état d'urgence? C'est une question d'organisation et c'est ce que conduit actuellement le ministre de l'Intérieur. Il nous tient informés. C'est d'ailleurs ce que fait le Premier ministre. C'était Jean-Claude Gaudin qui cet après-midi me représentait à cette réunion. Moi-même, je suis avec beaucoup d'attention et je recevrai dans 48 heures d'ailleurs des membres éminents en charge du suivi de cette... Mais vous parlez de sur cette réunion, vous voulez pas en dire plus? Non, parce que, excusez-moi, l'important c'est l'efficacité de la sécurité. Vous évoquez la sortie de l'état d'urgence, pourtant la menace terroriste, elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Oui, mais vous ne pouvez pas rester en permanence en état d'urgence, il faut qu'à un moment, le pays s'organise pour s'installer face à une donne de risque qui est différente. D'accord. Tout cela ne vous donne pas des regrets quand on voit l'échec de la réforme constitutionnelle où on devait inscrire l'état d'urgence dans la Constitution? Ça aurait pu être une façon aussi de sortir dignement de cet état d'urgence et qu'il y a un cadre. Non, il y a un cadre, la loi de 55. Donc le cadre, il existe. Fallait-il constitutionnaliser? La réponse, le Sénat l'a donnée clairement. Le gouvernement s'est pris les pieds dans l'affaire de la déchéance de nationalité. Et dans la patrie c'est au gouvernement d'assumer son incapacité d'avoir pu conduire avec sa majorité les engagements du président de la République à Versailles. Chacun se renvoie à la balle. Est-ce qu'il vous en tire rigueur? Non. Le pouvoir exécutif aujourd'hui. Qui a envoyé la balle? Pardonnez-moi. C'est le président de la République. Oui. Bon, et vous en renvoyez la balle, Manuel Valls, si vous dit vous jouez à 2017, il n'y a que ça qui vous intéresse. Non, pas du tout. J'ai simplement dit que le Sénat avait une ligne rouge qui n'y aurait pas d'apatride. C'est quand même pas un scandale de dire à un homme de gauche, qui depuis les valeurs de gauche qui depuis 1922 se battent contre l'apatridie, de leur rappeler quand même que c'est un combat qui mérite quelques respects. Alors l'accusation, effectivement, qu'elle est venue de la gauche, on vous a accusé de jouer en fait 2017, l'alternance, et vous, personnellement, c'est le sénateur PS Luc Carvounas qui vous accuse de manquer d'impartialité, Gérard Larcher, lors des questions d'actualité. On l'écoute et vous allez pouvoir lui répondre. D'ailleurs, Gérard Larcher, hier, était extrêmement virulent à couper le micro de tout le monde. Donc, c'est pas non plus ma conception de l'animation de l'hémicycle. Gérard Larcher coupe plus vite le micro quand il s'agit d'un orateur de gauche que de droite. Et il est beaucoup plus cool sur le timing et le chrono quand il s'agit d'un orateur de droite que de gauche. Il suffit de regarder ce qui se passe. Votre réponse? Totalement faux. J'ai fait une petite statistique que j'ai rapportée il y a 3 semaines en conférence des présidents. La différence entre socialistes et républicains,
c'est 52 centièmes de seconde pendant 3 mois. Vous vous rendez compte, M. Carvounas, c'est sensible, c'est un sprinter. Et même les communistes ont dépassé de 8 secondes 16. Les écologistes de 7 secondes. Vous vous rendez compte? Non, M. Carvounas, il faut qu'il reprenne son chronomètre. Gérard Larcher, pour rester un petit peu sur ces questions d'actualité, d'un mot sur les réformes qui ont été amenées au Sénat. Il y a eu ce droit de réplique qui est arrivé. Est-ce que ça a changé fondamentalement la donne des questions d'actualité au Sénat? Je pense qu'il y a 2 choses. C'est que chaque semaine, nous nous retrouvons pour des questions d'actualité au gouvernement et que donc il commence quelque part à y avoir un rendez-vous avec une partie du pays autour des questions d'actualité au Sénat, que ce soit le mardi et la semaine suivante, le jeudi. C'est aussi, je crois, le sentiment que le Sénat est au travail, et on le voit dans l'application tout simplement des règles de fonctionnement qui sont maintenant rentrées dans tous les esprits, avec une valorisation du travail du Sénat. Je le sens dans le pays. Et c'est partagé. Et d'ailleurs, nous voyons bien, d'ailleurs, ça bénéficie à Public Sénat, que nous avons des audiences qui montent. Nous avons plus de 320 mails abonnés à Twitter. Notre site est incroyablement fréquenté. Tout ceci nous amène dans une meilleure rencontre avec le pays. Et je dois dire que les sénateurs, majorité comme opposition, ont cette rencontre plus forte, me semble-t-il, avec le pays. C'est dans tous les cas ce que je ressens très fortement, y compris par rapport à la masse d'échanges que je peux avoir avec nos compatriotes. Monsieur le Président, il y a 2 cas de déclarations mensongères devant des commissions du Sénat. Ce sont 2 cas bien distincts, on va bien faire la distinction. Celui de Michel Aubier, qui est un célèbre pneumologue au sujet de l'impact du diesel sur la santé. Celui de Frédéric Oudéa, ancien président, en tout cas à l'époque, de la Société Générale pour une affaire de paradis fiscaux. Le Sénat a-t-il été bafoué? En tous les cas, que la procédure soit engagée, c'est légitime. C'est légitime parce que venir devant une commission d'enquête et s'exprimer sous serment, c'est quelque chose de sérieux. C'est même quelque chose de symbolique. Et que donc, quand on est pris en faute, les anciens... Je ne qualifie pas la faute, nous verrons une fois la procédure se déroulant. Le bureau du Sénat va donc examiner, à la suite d'une nouvelle audition qu'a fait l'ancien président, M. Husson, l'ancien rapporteur d'Amaïchi, du professeur Aubier. Claude Berry-Debar rapportera devant le bureau. Qu'est-ce qu'il peut risquer, Monsieur le Président? Je ne sais pas ce qu'il peut risquer, c'est tout simplement que le bureau décide ou non de transmettre au procureur de la République. Carrément, au procureur. Et concernant le président de la Société Générale? Alors, on est sur un sujet assez comparable. Qui a été rattrapé, je le rappelle brièvement, par les révélations de Panama Papers sur les paradis fiscaux. Oui, en tous les cas, résumer. La Commission des finances, je l'ai rappelé cet après-midi. La Commission des finances, c'est dans son rôle quand elle procède à un contrôle et qu'elle va procéder à un contrôle. En même temps, l'ancien président de la commission d'enquête, M. Dominati, a souhaité entendre M. Oudéa, et ensuite, ils ont la capacité de saisir le bureau qui examinera, suivant la même procédure, au mois de mai, et quelles sont les conséquences pour M. Oudéa. Alors le communiste Alain Bocquet, lui, demande la saisie du bureau immédiatement, la saisie, avec des sanctions peut-être. Allez, on va l'écouter, Alain Bocquet. Oui, je lui ai répondu, j'espère que vous entendrez ma réponse. Oui, absolument. J'ai appris par la bouche de M. Larcher, le président du Sénat, que M. Oudéa serait auditionné le 11 mai prochain, ce qui est une bonne chose. Maintenant, créons les conditions pour que cette audition débouche sur la vérité. Parce que moi, j'ai simplement mis en regard les déclarations de M. Oudéa faites sous serment le 17 avril 2012 et les révélations faites par les Panama Papers. Il y a un hiatus entre les deux, à l'évidence. Sera-t-il sous serment? Parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il a menti sous serment. Il aurait menti sous serment. Sera-t-il? Non, il ne sera pas sous serment. Puisque c'est une procédure de la commission d'enquête. Mais la présidente de la commission et, je ne doute pas, M. Dominati et M. Bocquet me feront part de leurs sentiments et je le soumettrai ensuite pour instruction au bureau. C'est une procédure. Oui. D'ailleurs, M. Bocquet vient de reconnaître qu'il ne fallait pas faire dans l'immédiat, mais se donner les délais nécessaires. Vous savez, on est sur des matières qui nécessitent à la fois la vérité, la solidité, et on n'est pas sous la pulsion. Par contre, il est de mon devoir de faire que devant une commission d'enquête du Sénat, quand on parle
sous serment, on dise la vérité et rien que la vérité. Comment vous l'avez vécu, tout cela, à titre peut-être personnel, vous qui êtes habité par le Sénat? Je pense que c'est le Sénat qui joue parfaitement son rôle. Vous voyez, on ne considère pas que les affaires passent comme ça, que ce soit sur l'affaire de la santé publique ou l'affaire de l'éthique financière. Le Sénat est dans son rôle et dans sa fonction de contrôle. Et vous ne le laissez Je dis pas toujours que le Sénat a une responsabilité particulière dans le contrôle. Et vous voyez que le contrôle, nous l'appliquons. Alors qu'avez-vous à dire aux accusations d'une association qui s'appelle Démocratie Directe, qui accuse députés et sénateurs, et même vous-même, d'avoir touché ce qu'on pourrait appeler des suppléments de rémunération, d'indemnités supplémentaires? D'abord, je dis attention, hein. Attention, tout ça relève, ça devrait être ma conclusion, d'un anti-parlementarisme qu'on cultive. Et je dis aussi attention aux journalistes, je le dis avec respect, mais de répondre ce genre de choses sans avoir vérifié au préalable. D'ailleurs, je n'ai reçu que 2 jours après la lettre de M. Le Breton. Une méthode... Président de cette association. Oui. Et ensuite, j'ai pu lui répondre une base légale, 1947. Une base légale parce que Code général de la sécurité, Code de la sécurité sociale, CSG, contrôle de la Cour des comptes. Et comparaison avec d'autres parlements, je pense à l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sont des choses comparables. J'ai fait la réponse à M. Le Breton. J'ai vu qu'il s'empressait moins d'être sur les ondes pour expliquer la réponse que je lui avais faite. M. Barthelone, je crois qu'il faut simplement faire attention. Attention à l'antiparlementarisme. Dans ces temps de crise, c'est facile. Mais c'est dangereux pour la démocratie. Et quand les candidats de droite, tous, demandent moins de parlementaires, est-ce que ça ne participe pas aussi un peu de cela ? On parle de réforme des institutions. Oui. Et je ne dis pas que la procédure parlementaire ne doive pas être réformée. J'ai moi-même, dans la réforme du Sénat, proposé, et ça fait partie d'ailleurs des propositions que je viens d'envoyer au président de groupe à la suite du travail de M. Karoutchi et d'Alain Richard, est-ce qu'on ne me donne pas un temps de commission et un temps de séance un peu différent pour aller plus vite? Très bien, merci, merci Mickaël, merci Monsieur le Président du Sénat, merci à tous, bonsoir, à très vite, à la semaine prochaine.